Alors, il est temps de passer à un trajet de jeunes en transition plutôt du côté social, avec Monsieur Hugo Lanterre de SOS Jeunes, qui va nous parler de la majorité, une transition d'autant plus cruciale pour les publics les plus vulnérables. Bonjour. Ah, il faut le lever, ok. Bonjour à tous, donc comme ça a été annoncé, je ne suis pas un médecin, je suis un travailleur social qui travaille dans une structure qui s'appelle SOS Jeunes et qui a quelque part deux missions de base. On est donc une AMO, une association d'action en milieu ouvert, qui a pour particularité, il y a 82 AMO, si ma mémoire est bonne, sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et il y en a deux qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc qui ont pour particularité d'offrir un accueil de nuit à tout jeune qui vit une rupture avec son milieu de vie, qu'il soit familial ou institutionnel. 2 sur 82. Prévention éducative comme mission, d'abord donc qui est plus ce qu'on pouvait appeler anciennement une aide individuelle, qui est principalement axée autour de l'accueil. On accueille tous les jours de 9 à 22 heures tout mineur qui vient taper à notre porte. On a une permanence d'accueil 7 jours sur 7, mais de 9 à 22 heures. On écoute. Dans l'immense majorité des cas, on est censé orienter la personne vers des services d'aide générale. Si les services d'aide généraux ne sont pas en mesure d'accompagner, de soutenir, d'aider, alors là, on est bien dans une démarche d'accompagnement et d'une démarche d'hébergement. Mais nous n'hébergeons qu'en dernier recours, une fois qu'on a épuisé toutes les ressources possibles, d'abord familiales et éventuellement des ressources pour un certain nombre de jeunes que l'on rencontre et des ressources d'aide à la jeunesse ou de protection judiciaire. D'accord ? Et en parallèle de cette mission que nous avons de prévention éducative, on a le devoir d'exercer une forme de veille sociale par rapport à l'ensemble des problématiques que l'on observe sur le terrain individuel. On a le devoir en tant qu'AMO de penser à apporter des réponses globales à ces problématiques individuelles, notamment en organisant de la veille, mais en mobilisant des acteurs, en essayant de sensibiliser. C'est une des démarches que je fais aussi ici. C'est soyons attentifs à ces jeunes précarisés, à ces jeunes qui vivent des ruptures de liens importantes, à mobiliser, donc à interpeller des autorités politiques qui sont ici encore, même à cette heure-ci, présentes, et à innover, à mettre en œuvre des programmes parce qu'on constate qu'il y a des carences dans la prise en charge ou des difficultés dans la prise en charge. On a le devoir d'essayer de réfléchir en réseau. On n'est pas seul, on n'est pas là pour organiser les choses seul, mais vraiment penser en réseau pour essayer d'innover en matière sociale. C'est une des raisons d'ailleurs qui nous ont fait collaborer sur le projet Jeunes en errance dont on vous a parlé tout à l'heure. Et alors que nous sommes censés travailler en amont des dispositifs d'aide et de protection pour éviter quelque part que ces jeunes n'arrivent vers des structures type SAJ, SPJ ou tribunal, on est trop souvent maintenant de plus en plus confrontés à des situations où on est à travailler en aval des systèmes d'aide et de protection. Et je vais essayer de vous montrer par 3 dias une évolution sur 16 ans de la pratique de notre métier quelque part, mais aussi donc des jeunes qui sont présents devant nous. Et donc on a dû modifier notre action au regard de l'évolution d'au moins 3 facteurs. Je n'en ai pris que 3, j'aurais pu en faire, mais je n'avais pas le temps d'en faire plus. Le temps qu'on me laissait ici pour discuter. Donc la première des choses sur laquelle on s'interroge, on a à peu près un effectif similaire de jeunes hébergés, d'à peu près 250 jeunes en 2003, 250 jeunes en 2019. D'accord ? Donc on a un échantillon, on ne compare pas des pommes et des poires tout à fait. En tous les cas, c'est le même nombre d'échantillons et donc les pourcentages représentent une donnée chiffrée identique. 250 jeunes à peu près. On ne veut pas jeter l'opprobre sous tout un secteur. L'aide à la jeunesse fait son travail globalement bien. Par contre, la question de l'exclusion est en train d'augmenter. Mais
Intéressons-nous d'abord à la question de la scolarité. Donc en 2003, c'est le cercle extérieur, nous avions 89% des jeunes qui étaient inscrits à l'école. Nous n'avions que 11% de décrocheurs globalement, qui se ventilent entre des gens qui sont décrocheurs, qui n'ont donc passé le nombre de demi-jours qui fait, enfin, le fait de passer ce nombre de demi-jours fait qu'ils ne peuvent pas prétendre à passer leurs examens, donc c'est une année blanche, quoi, même s'ils peuvent entrer à l'école évidemment. Et alors on a aussi un pourcentage de jeunes non inscrits, donc des mineurs d'âge. Je parle bien de mineurs d'âge en droit de séjour. On n'est pas en train de parler de mineurs étrangers non accompagnés, transmigrants ou autres. On parle bien d'une réalité de gens qui sont normalement soumis à l'obligation scolaire. On avait 5% de jeunes en 2003 qui n'étaient purement et simplement pas inscrits, donc de jeunes vraiment en phase de désaffiliation, faut-il le dire. Et maintenant, on obtient à peu près, heureusement, on a encore 51% de nos jeunes qui sont inscrits, donc yes, mais à côté, on a quand même quintuplé le nombre de non-inscrits et on a quadruplé le nombre de jeunes qui sont en décrochage. Donc ça, c'est une première évolution chez nous. Donc la question scolaire est centrale dans le travail de prévention sociale qu'on mène, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation. Mais on mène aussi des projets on a créé des services d'accrochage scolaire, on a créé Solidarité, et maintenant on travaille à des dispositifs à l'intérieur des écoles pour éviter le décrochage. Donc on a d'abord travaillé avec ceux qui décrochaient, puis on s'est dit que ce serait plus intelligent d'essayer de se centrer sur de la prévention et donc d'éviter que les jeunes ne décrochent. Alors une deuxième évolution sur 15 ans qui, moi, me paraît encore plus alarmante. Ah, ça marche mieux. Pardon, c'est moi qui parle mieux à mon avis, dans le micro. Donc une deuxième chose, c'est l'évolution du milieu de vie des jeunes. Donc ça, c'est la photographie au moment où un jeune vient chez nous en disant « j'ai un problème d'hébergement, où étais-tu avant ?» C'est la question qui est posée et c'est la réponse à cette question. On avait 80% des jeunes qui vivaient en famille à l'époque, en 2003. Nous n'en avons plus que 40, une diminution de moitié. La famille élargie constituait aussi une ressource plus importante qu'elle ne l'est maintenant. Donc on avait à peu près 90% des jeunes qui vivaient dans un milieu de vie de type familial, plus classique. Alors on pourrait se dire, AJ, là, vous voyez, on pourrait se dire, la diminution du nombre de jeunes qui ne sont plus en famille devrait être compensée par les jeunes qui vivraient une rupture de lien avec des centres d'hébergement. Il n'en est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le cas, même s'il y a une augmentation du nombre de jeunes qui vivent des ruptures avec leur milieu de vie institutionnel, il y a par contre une explosion du nombre de jeunes qui vivent dans ce qu'on appelle nous pudiquement la débrouille. Mais la débrouille, c'est des squats, c'est la rue, c'est aucune solution durable. Donc nous sommes confrontés à des jeunes qui ont vécu plusieurs décrochages successifs. L'école, d'abord le milieu de vie, ça c'est la première chose, des placements en général depuis leur plus jeune âge, une réticence à vouloir entrer dans les programmes d'aide. Le propre d'un incasable, même si j'ai horreur du terme, le propre d'un incasable, c'est de mettre en difficulté le réseau d'accueil et de soins, au point même de finir par en être exclu. C'est le cas ici. On va se demander, la dernière question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont suivis, les jeunes que l'on rencontre? Est-ce qu'ils sont suivis par des SAJ ou des SPJ? Donc est-ce qu'il y a bien une aide sociale qui est mise en œuvre? En 2003, nous n'avions que 30% des jeunes qui étaient suivis par des services. Maintenant, nous en avons 77%. Donc 77% des jeunes que l'on rencontre ont vécu des traumas dans leur famille au point d'être placés dans des services. Ces services se trouvent dans l'incapacité de trouver des solutions adaptées, sont en grande difficulté avec ces jeunes, et ça génère un passage en rue pour plus de 30% des jeunes que l'on rencontre, 32%. Si on s'intéresse à la question de l'incasabilité, moi je ne l'aime pas du tout, et c'est pour ça que je préfère la définition de Robert Castel. Pourquoi? Parce que l'incasable, c'est quelqu'un, à la limite, qui ne peut pas lui-même trouver une place dans cette société. Oui, mais ce n'est pas une responsabilité individuelle. Enfin, en tous les cas, pour moi, les mineurs, je défends le point de vue, même si on travaille avec des jeunes jusqu'à 22 ans, voire 25, mais on ne le dira pas, puisqu'on s'arrête à 22. Mais c'est vraiment la question, l'incasable, on pose la responsabilité sur l'individu.
Et cette responsabilité, quand on est mineur, je pense qu'elle n'est pas à porter. On a, nous, une part de responsabilité dans la manière dont on va accompagner, soutenir ces jeunes. Et donc, on a des jeunes qui sont à la fois non insérés et non intégrés, au sens de Castel. Donc, la question de l'insertion, ce serait plutôt la dimension scolaire. La dimension de l'intégration, ce serait la famille, ce serait les clubs de foot. La dimension de l'assistance qu'on voit là, c'est les services d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse. Quand ces services-là décident qu'on ne peut plus aider, c'est ce qui arrive, on se retrouve avec des jeunes qui sont désaffiliés. Mais donc la question de l'affiliation ou de la désaffiliation permet de réaffilier quelqu'un. C'est plus compliqué de retrouver une case à quelqu'un qui ne veut pas en avoir. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes vulnérabilisés? Parce que moi, je préfère aussi cette question-là, cette dimension-là. Certes, il y a une part de responsabilité de l'individu, mais c'est surtout, à mon avis, une dimension sociale. C'est que la pression qui est exercée sur les individus qui sont en charge d'aider ou d'accompagner ces jeunes est telle qu'à un moment donné, eux-mêmes vivent des violences qu'ils ont mécaniquement tendance à renvoyer, et à renvoyer vers qui? Non pas vers les responsables ou les irresponsables de services dont je fais partie, mais plutôt vers les publics les plus précaires. Donc, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces jeunes vulnérabilisés? Là, vous voyez une petite photo de la campagne dont parlait Fanny tout à l'heure. C'est le fameux château où ils ont été enfermés 4 jours pour produire. Donc, la première des choses que l'on met en œuvre, parce qu'on a une expérience maintenant de plus d'une dizaine d'années avec ces jeunes, c'est que l'accroche avec eux, elle est cruciale. Ces jeunes ont vécu plusieurs fois des ruptures de lien avec les services d'aide et de protection, avec les travailleurs sociaux censés les orienter vers un service ou un autre, mais également avec les intervenants de centres d'hébergement dans lesquels ils ont vécu et avec lesquels ils ont eu des expériences traumatisantes. Ils ont été exclus ou ils ont fugué de ces institutions. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant en termes de genre, c'est pas là-dedans, mais c'est que les stratégies de rupture des filles sont assez différentes des stratégies de rupture des garçons. Les filles ont une tendance, on va pas aller à fuguer, mais ce qui fait que le secteur de l'aide à la jeunesse ou de la protection a plutôt tendance à vouloir aider quelqu'un qui s'en va, qui fuit, qui ne pose pas trop de problèmes quelque part, qui ne va pas jusqu'au conflit. Par contre, les garçons vont jusqu'au conflit et sont le plus souvent exclus des structures. Mais donc, on s'est dit qu'il était important pour nous de travailler à un ancrage relationnel, à quelque chose qui permet de renouer le contact entre un adulte du secteur du soin social et les jeunes concernés. Et nous, ça nous paraît être fondamental pour pouvoir amorcer un travail un peu différent avec ces jeunes. En plus de ça, comme je le disais, on est dans un cadre AMO, donc on est non mandaté. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire et une richesse pour nous dans le travail et qui n'est peut-être pas possible partout, mais c'est donc que le jeune était à la manœuvre et seul à faire un choix. Nous, on va pouvoir dénoncer éventuellement des cas graves, sortir de notre secret professionnel parce qu'il y a quelque chose de monumental qui arrive, mais en dehors de ça, c'est vraiment le jeune qui est à la manœuvre dans tout ce qu'il fait. Nous, on ne peut pas parler sans lui. On doit avoir son accord pour faire un certain nombre de choses. Donc voilà, ce sont des dimensions importantes. Donc l'accroche sociale, ça passe par des activités artistiques et sportives, individuelles ou collectives, qui favorisent quelque part la rencontre d'un intervenant. On n'est plus sur un problème, on est sur la valorisation de compétences, la confrontation d'idées, mais il n'y a personne qui a la science, qui est dépositaire d'un savoir entier. Je veux dire, on est bien dans une relation entre le jeune et des intervenants, et ça recrée une autre manière d'envisager l'aide. Alors on s'est dit, on a quand même 432 jeunes en 2018-2019 qui ont vécu, qui nous ont fait des demandes d'autonomie. Sur les 432, en creusant un peu, on se dit qu'il y en a 115 qui veulent vraiment être en autonomie. 66 ont été orientés vers des structures, ça veut dire qu'ils sont suffisamment normés que pour pouvoir intégrer des structures classiques. 6 ont été accompagnés par notre structure via un partenariat avec une AIS, une agence immobilière sociale. On a
de logements à disposition et pour des baux, on va dire, c'est du logement de transit. Et 4 ont été accompagnés en logement privé. Ça veut dire qu'il reste encore 39 personnes en souffrance par rapport à ce que l'on est capable de mettre en œuvre. Et donc, du coup, on s'est décidé à créer un partenariat assez original avec une structure qui s'appelle Solidarité Logement et Abaca, qui est un des partenaires également du projet Jeunes en Errance. On a décidé d'acheter un logement, acheter un bâtiment, mais nous, on n'a pas les moyens de le faire. Par contre, Solidarité Logement, c'est sa vocation, c'est de mettre en place des projets, de trouver de l'argent auprès de bailleurs privés, de l'investir dans des projets sociaux à destination des jeunes et des femmes seules. Donc, eux font le nécessaire pour faire l'acquisition, pour mettre en œuvre tout ce qui est de l'ordre de l'urbanisme et des travaux, mettre ça en gestion à une AIS, et l'AIS et nous signons un accord sur le fait de faire entrer des jeunes et sur un protocole de collaboration entre nous. C'est assez intéressant d'avoir une AIS parce que c'est un tiers. Nous, on est bien dans l'accompagnement d'un jeune à sa demande, et on a le tiers qui joue le rôle du propriétaire, un propriétaire en général un peu plus souple, mais enfin voilà, ça nous permet vraiment ce travail AIS, jeunes et structure sociale nous permet vraiment d'avoir pour nous un travail assez efficace, où nous on reste bien dans notre posture d'accompagnant, pas de jugeant, pas de truc, et de l'autre côté on a des couperets qui tombent, donc entre la mère, le père, j'entendais tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue aussi dans le genre de projet qu'on mène. Donc ça, c'est vraiment l'année prochaine, le bâtiment est mis à disposition de 2 jeunes qui sont plus ou moins affiliés, donc qui sont scolarisés, qui ont une vie un peu classique, et puis des jeunes désaffiliés. Et donc on se dit que par la paire aidance aussi, ça va pouvoir stimuler d'autres dynamiques entre eux. C'est un pari, on ne sait pas encore, on verra, mais c'est un des paris qu'on mène. Alors en parallèle, c'est bien intéressant de s'occuper d'activités avec les jeunes, de s'occuper de logement en soi, mais il serait temps qu'ils viennent parler à ma place. Voilà. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles nous sommes entrés dans un projet qui s'appelle Interpellation, qui s'appelait Interpellation entre 2017 et 2019 et qui va probablement changer d'orientation et s'appeler Interagir. Parce que dans la première étape, donc on a fait un constat alarmant tous, et je pense que dernièrement sur la première, il y a encore eu un de nos collègues d'AMO qui a expliqué que rien ne fonctionnait comme on souhaitait, en tous les cas qu'on voyait une aggravation des situations. Donc on s'est associé à un groupe de recherche, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas penser seul, enfin, on avait trop le nez dans le guidon, donc on s'est associé à un groupe de recherche qui s'appelle le Cerizès, qui appartient à la Haute École de Frais, pour penser un questionnaire. Penser un questionnaire à destination des travailleurs de différents secteurs, en lien avec la jeunesse. Mais donc on a des juges, des avocats, des PMS, des profs, et pas uniquement sur Bruxelles, mais aussi de l'ensemble de la fédération. Et on a voulu voir si le constat des AMO était partagé par les autres acteurs. Force est de constater que oui, et on avait comme objectif que pour les élections, on puisse interpeller les politiques. Une des choses congruentes avec d'autres acteurs est que, à Bruxelles, on a pu inscrire que l'accord de gouvernement stipule qu'il faut que limiter ou arrêter, en tous les cas contribuer à limiter le sans-abrisme des jeunes. Et donc ça aussi, c'est peut-être une petite réussite qui est congruente avec toute une série d'autres acteurs. Et donc la deuxième partie de ce raisonnement, l'interagir, ça va être cette année, on travaille, mais c'est un peu bouleversé avec le Covid, mais on travaille à la récolte de données auprès des publics concernés, que ce soit des jeunes et des familles. On travaille également à constituer des groupes de pairs en vue d'une journée de discussion avec des politiques, avec des chercheurs, avec des travailleurs sociaux, pour qu'on réfléchisse collectivement à apporter des réponses, et qui ne soient pas des réponses de savants ou de sachants, mais bien tout le monde a une expérience, une expertise, et c'est par le croisement de ces expertises et de ces expériences qu'on arrivera peut-être, à notre sens en tous les cas, à trouver des solutions qui soient positives dans l'intérêt de tous. Il y a des actions comme l'activation des chômeurs, par exemple,
qui a des effets délétères très, très importants, donc, et qui coûteront peut-être bien davantage à la collectivité dans le futur que si on avait imaginé des process qui intègrent le raisonnement de toutes les parties. Donc voilà une des choses que l'on mène. Et dernier projet, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que je pense que Fanny l'a suffisamment fait, mais nous, on part du constat qu'il y a une impuissance, une véritable impuissance des structures, des services classiques à accompagner ces jeunes. Et donc, il est fondamental de réfléchir à d'autres modes d'action pour les accompagner. Et donc, voilà, hein, elle a cité tous les partenaires. Pour le moment, on est un certain nombre. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. J'entends certaines personnes ici, notamment Amigo, où je me dis « Ah, ça, c'est des gens que je ne connaissais pas. Il faudrait vraiment que je les rencontre. » Parce qu'il y a quelque chose qui se développe chez eux qui me paraît tout à fait proche des missions que nous, on aurait envie de mener. Donc voilà, heureux d'être ici pour avoir partagé, mais aussi pour avoir entendu et peut-être pour pouvoir rebondir avec d'autres acteurs. Je vous remercie. Je suis désolé, je ne l'ai pas dit, mais si je suis ici, c'est grâce à toute une équipe de travail. Et il y a bien 30 personnes qui travaillent avec moi, et donc je voulais aussi dire que si moi je me permets d'être ici, c'est parce qu'il y a aussi des tas d'acteurs qui mènent un projet, ils mènent plusieurs projets et qui sont attachés au travail qu'ils mènent. Donc voilà.